Bonjour, c'est Patrick Barnard ici. C'est un piment spécial. On vient juste d'écouter M. Richard Bergeron dans une conférence de presse où il a expliqué sa version, sa proposition pour le projet Turco. C'était très stimulant. Il y avait des gens de partout, des urbanistes, des activistes. On va écouter Bergeron, les questions et les idées sur le Turco. Vous voyez maintenant Richard Bergeron dans sa conférence de presse. M. Bergeron a toujours posé une condition à sa présence sur le comité exécutif de la Ville de Montréal. C'était un bon projet Turco, bon pour Montréal et bon pour le Québec. Le centre du problème Turco, c'était toujours le ministère des Transports du Québec. Et dernièrement, André Noël de la Presse et Kathleen Lévesque au Devoir ont montré comment le milieu autour du ministère est malsain. Michel David, dans Le Devoir, a suggéré même que le premier ministre, M. Jean Charest, va démissionner avant la fin de son mandat. Est-ce vrai? Qui sait? Mais il y a une chose certaine. Le premier ministre Charest n'a pas la puissance politique de faire face au ministère des Transports. Et ce n'est pas certain si Pauline Marois aura cette puissance-là non plus. Et le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, il a capitulé. Justement, quand il s'agissait de tenir la ligne, il a abandonné son propre plan Turco. Et c'est pour ça que Richard Bergeron a quitté le comité exécutif de Montréal. Alors, Bergeron est un peu comme un phare pour une population qui maintenant a un désir profond pour justement un peu de lumière, un peu de transparence politique. Alors ça explique, je pense, la présence dans cette chambre d'hôtel de tellement de gens qui écoutaient. Alors, le Turco 50%, 50%, c'est simple. C'est créer un Turco simple, plus réduit, épargner 1,5 billion de dollars, employer cet argent-là comme investissement dans le transport collectif. Mais la présentation de M. Bergeron est commencée avec une constatation. À Montréal, dans le domaine de la construction, nous payons beaucoup plus cher que n'importe quelle autre partie de l'Amérique du Nord. À Montréal, par exemple, une tonne de béton coûte plus de 2 fois plus cher que dans la moyenne de 20 des plus grandes villes d'Amérique du Nord. Richard Bergeron a commencé sa conférence avec cette question. Pourquoi construire coûte-t-il si cher à Montréal? Pourtant, à Boston, construire coûte, grosso modo, 2 fois moins cher qu'à Montréal. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. J'étais plutôt impressionné parce que M. Bergeron a mis son doigt sur une réalité qu'on a toujours tendance d'oublier. Et ça, c'est effectivement, on accepte trop facilement les estimer, les coûts de construction ou des projets majeurs qui nous sont présentés. Et donc, en mettant l'emphase sur l'élément du coût de Turco, proposé par peut-être une réalité, il nous demande de regarder les autres projets aussi dans la région. Je vous cite comme exemple l'échangeur d'Orval, qui au début devrait coûter 150 millions et qui est maintenant rendu à 600 millions parce qu'on a continué à ajouter des éléments, des complexités, ainsi de suite. Et donc je pense que son appel de dire, écoute, regardons les projets et revenons à ce qu'on appelle le bare bones approach. Okay? L'essentiel, je pense que c'est un appel qui mérite la peine d'être écouté. Alors voilà tout ce qu'on peut faire avec le 1,5 milliard qui est disponible dès lors qu'on accepte cette idée d'un Turco 50-50. Pour 1,5 milliard de dollars, on met en place un réseau de tramway de 24 km, un méga stationnement incitatif pôle intermodal à la Chine, une nouvelle gare de train de banlieue à la Chine, on bonifie le service bus et on a 272 millions pour mettre dans le train de banlieue. Voilà tout ce qu'on peut faire avec 1,5 milliard. Alors, je dois vous poser une question, OK? Est-ce que c'est possible pour le Québec de changer son cap, de changer cette façon à faire notre business? Parce que franchement, je pense qu'on est arrivé à un certain point où on doit changer. Est-ce qu'on est capable de changer?
Écoute, le Québec a beaucoup fait et a beaucoup changé durant les derniers 50 ans. Et donc, c'est quand même une province qui, quand il y a une volonté de changer, on change. On a regardé au niveau du développement économique où il y a une volonté de prendre en charge, on l'a fait. En termes d'éducation, on l'a fait. Donc, je suis certain que s'il y a de la volonté à le faire, on va le faire. OK. Ça mène à ma dernière question. Cette conférence de Projet Montréal, est-ce que c'est un signe que la volonté est là? Cette volonté que vous avez mentionnée? Écoute, tout mouvement commence petit et grandit. Et donc, c'est une question juste que, par extension, que d'autres l'adoptent. Le quartier de la Falaise, ça fait demain matin. Le quartier de la Falaise serait réalisé simultanément à l'opération Turcot, avec le même horizon de complétion de projet autour de 2020. En 2020, il y aurait 15 000, 20 000, 25 000 habitants dans le quartier de la Falaise, l'un des plus beaux quartiers de Montréal, un quartier qui serait aussi audacieux que les équivalents à Stockholm, à Munich ou où que ce soit dans le monde. Moi, je pense que la mise en valeur de la Falaise Saint-Jacques, c'est quelque chose d'unique. Dans les autres secteurs, on n'a pas ça. Donc, on doit profiter de nos atouts, on doit profiter de ce qui est spécial autour de Montréal et la protection et la mise en valeur dans un développement intégré qui parle d'un concept de développement vert qui pourrait être un modèle nord-américain au niveau du parc de la Falaise. Je pense que le concept est très intéressant. Dans le concept de la ville, la ville suggérait le 21 avril dernier de ne pas déplacer le corridor routier et ferroviaire qui est présentement en bordure du canal de la Chine et de la rue Notre-Dame, de ne pas le déplacer au nord. Juste ça, là, c'est 250 à 400 millions de dollars. Peut-on vraiment révéler de façon agressive les multiples mensonges que contient le projet de l'MTQ, à savoir notamment cette notion de hausse de capacité, comme pour l'autoroute Bonaventure? La Suite du Havre nous chantait la chanson qu'on passait de 12 voix à seulement 6 voix, puis en fait, j'ai prouvé l'inverse, qu'on passait de 6 à 10. Donc, même chose ici pour... C'est confirmé. Voilà, c'est confirmé. Donc, il faut constamment répéter que c'est pas vrai. Et ça, c'est une partie de la stratégie, je crois, et je voudrais savoir un peu plus là-dessus. L'autre volet, c'est le côté positif en termes d'articulation d'une vision nouvelle. Il faut voir très loin, il faut même voir dans les axes de transport qui peuvent effectivement remplacer et réduire la capacité auxiliaire. Donc, l'axe en site propre des trains de banlieue du West Island, puis le SLR provenant de Dorval, la salle vers vers la ville. Donc, il faut vraiment promouvoir ces idées plus long terme, mais avec des budgets médias pour ôter le trafic automobile avant qu'il n'arrive dans le Turcot. Donc, c'est ces deux volets sur lesquels je voulais avoir des réactions. Pour ce qui est de dénoncer les mensonges de MTQ, je pense que je m'en suis donné à cœur joie le 9 novembre dernier. Ce n'est pas dans cet état d'esprit que je me situe aujourd'hui. Okay. Un peu plus d'un mois plus tard, c'est après réflexion, et on propose cette réflexion par écrit, tous les chiffres sont là, tous les arguments pertinents sont là. Est-ce que cela vous convainc, les acteurs impliqués, au premier chef, le ministre des Transports, le ministre de l'Environnement, le maire de Montréal, que j'interpelle encore aujourd'hui sur cette question de Turcot, en lui montrant que son propre projet est possible, c'est le projet du 21 avril dernier. Alors, je ne suis plus sur le terrain de la dénonciation. Je dis, si on a des petites blessures, on les laisse de côté. Moi, le premier. Alors, je demande aux autres qui en auraient de semblables blessures de les mettre de côté et de se dire, regardez, on a une opportunité extraordinaire, ne la ratons pas. Bien, mon impression, c'est que les intentions sont tous bonnes, etc., mais on n'aurait pas dû montrer des diagrammes de l'échangeur pour ramener le débat sur des formes circulaires versus les lacets du ministère. Puis on est passé à côté de la source de la problématique. C'est Ville-Marie qui génère toute la pollution, qui génère toute la problématique, qui est surdimensionnée, et ça, on n'en parle jamais. On préfère parler d'un aménagement dans une cour comme la cour Turcot, mais on passe à côté de l'essence même de la problématique de générateur de circulation qui est Ville-Marie. Pour le reste, oui, c'est beau, le tramway, c'est un beau projet, etc. C'était bien chiffré, puis ça semble très bien marcher, ça va enlever beaucoup la charge. Mais la chose, c'est qu'on passe toujours à côté de l'essence même de la problématique
C'est Ville-Marie qui est le problème. C'est Ville-Marie qui génère tout le trafic et la congestion sur Décarie et l'autoroute 20 vers l'ouest. Décarie ne peut pas être élargi pour accommoder même la mouture, même si c'est un croquis. C'est qu'il fallait quasiment pas montrer le croquis puis juste laisser une image arbitraire sans une configuration précise qui ramène le débat d'avril dernier. Est-ce que ça va être un échangeur circulaire ou un échangeur avec lacet, sans comprendre que la problématique, la source du problème de trop de trafic, c'est le générateur Ville-Marie. Puis il n'y a pas de mode de dissuasion aux gens d'utiliser Ville-Marie avec le réseau qui est avancé. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments très, très intéressants. C'est une proposition qui prend en considération les questions de transport collectif plus que toute autre proposition. Ça ressemble beaucoup à ce que d'autres villes font, de mettre ensemble la notion de transport collectif et la notion de développement du transport routier dans une vision intégrée plutôt que deux visions séparées, ce que Transport Québec semble démontrer beaucoup depuis quelques années. Et en même temps, ça prend en considération beaucoup de volets autres, comme le potentiel de mise en valeur de la falaise Saint-Jacques, comme les potentiels pour développer un vrai quartier modèle de développement durable au niveau du quartier de la falaise. Et ça prend en considération aussi les besoins humains dans les quartiers du sud-ouest de Montréal, la protection des résidences existantes, la réduction de la capacité routière dans les secteurs pouvant le prendre, mais en même temps le maintien de la capacité routière dans l'axe nord-sud qui a besoin de maintenir sa capacité routière. Alors, Derrick, vous êtes ici, vous avez entendu M. Bergeron, vous avez entendu les questions. Votre impression? J'ai trouvé que ça démontre encore qu'il y a une autre solution. Il y a des meilleures solutions que le gouvernement avait prévues comme telles. Ça démontre qu'il y a des visions pour le transport collectif. Il y a plein de places pour les espaces vertes, propre place pour les espaces vertes, et même pour un projet plus à l'échelle humaine. C'est ça que j'ai entendu avec le projet Montréal, les alternatives qui sont plus agréables pour les citoyennes. Et c'est plus important, un projet à échelle humaine plus respectueux des citoyens qui vivent au-dessus de cet étageur et peut-être les nouveaux citoyens de l'avenir. Ça démontre encore qu'il y a des visions. Si on a entendu, si on essayait de faire mieux, on peut faire mieux. Nous avons besoin de faire mieux pour l'avenir de Montréal. Dernière question, c'est la première fois que moi j'ai entendu un politicien d'une telle importance parler de la falaise avec appréciation et connaissance. Est-ce que je me suis trompé? Je crois que c'est une reconnaissance qui est peu vue par d'autres politiciens. On vit une réalité à Montréal, c'est que la reconnaissance des potentiels économiques, des services écosystémiques, de l'impact récréatif, de l'impact social, de l'impact humain, de la création et la mise en valeur de parcs et d'espaces verts sont peu connus. Et malheureusement, beaucoup de politiciens ne réalisent pas, par exemple, que 1,9 milliard est dépensé annuellement par les résidents de la communauté métropolitaine de Montréal à faire des loisirs associés au milieu naturel. Donc, ces impacts économiques-là, on ne veut pas les voir partir de la communauté métropolitaine. On veut que cet argent-là soit dépensé à Montréal. C'est ça ma conclusion, c'est ça ma proposition principale aujourd'hui, c'est de nous dire on a encore le temps de repenser Turcot. Ne soyons pas revanchards, ne soyons pas amers de quoi que ce soit qui s'est passé antérieurement. Profitons de l'opportunité de Turcot pour en faire vraiment un projet à l'avantage des Montréalais, des grands Montréalais, j'entends par là la région métropolitaine de Montréal, et de l'ensemble du Québec. Merci beaucoup.